réduction des capacités immunitaires pour accepter le produit de conception. Donc la femme enceinte, elle est candidate à avoir plus d'infections par rapport à un sujet normal, parce que son système immunitaire, on va dire entre parenthèses, il est plus ou moins déprimé. D'accord. On ne peut pas parcourir toutes les infections parce que la femme enceinte, elle peut avoir tout type d'infection. L'infection, elle peut être bactérienne, elle peut être virale et elle peut être parasitaire. Et en fonction du moment où elle va contracter cette infection. Si elle va contracter, par exemple, cette infection lors du premier trimestre, les répercussions vont être sur l'embryon. Et on va parler d'embryopathie, si elle va garder la grossesse. Si cette infection est contractée au cours du deuxième ou troisième trimestre, on va parler de phytopathie. D'accord. Il y a un autre point qu'on doit parler, donc c'est les modalités d'infection. Donc, on a déjà parlé de ça. Le premier trimestre, ça va nous entraîner comme on va dire, conséquence sur la physiologie, une embryopathie. Si la malade arrive à garder cette grossesse, sinon ça va terminer par un avortement précoce, voire non utéro. Lors du deuxième et troisième trimestre, on va parler de phytopathie. Maintenant, les types d'infections ou bien les modalités de transmission. L'infection, elle peut être hématogène, c'est-à-dire qu'il y aura une septicémie, le virus, l'agent pathogène, il est dans le sang, il va être transmis au fœtus à travers la circulation placentaire. L'infection aussi, elle peut être ascendante, c'est-à-dire vous avez un germe, vous avez une bactérie qui est au niveau des voies génitales et par voie ascendante, elle va gagner la cavité amniotique ou bien le fœtus. Un troisième type de contamination, c'est l'infection directe, c'est-à-dire c'est une malade qui va subir par exemple une amniosynthèse. L'amniosynthèse, c'est quoi? On va essayer de prélever quelques gouttes de liquide amniotique et de les analyser. Mais si on ne respecte pas les règles d'asepsie, donc on va contaminer cette malade. Et l'infection dans ce cas, ça va être une infection directe. Donc je répète, on a une infection hématogène à travers le placenta, on a une infection ascendante à travers les voies génitales et on a une infection qui est une infection directe lorsqu'on fait quelques gestes pour explorer par exemple le liquide amniotique, à titre d'exemple l'amniosynthèse. Le premier chapitre, on va parler des infections bactériennes. Il faut savoir que ce cours, on va parler des infections les plus importantes qui peuvent être très dangereuses chez la femme enceinte. On ne va pas parler de toutes les infections. La première infection qui est redoutable chez la femme enceinte, c'est la listériose. Vous avez déjà entendu parler de ça. Même dans votre consultation de gynéco, vous parlez toujours, vous entendez cette phrase, toute fièvre est une listériose jusqu'à preuve de contraire chez la femme enceinte. À chaque fois que vous avez une fièvre chez la femme enceinte, le premier diagnostic à évoquer, même lorsque vous poussez vos cas cliniques, il vous dit on a une fièvre, on a une femme enceinte, vous évoquez la listériose parce que c'est le premier diagnostic à évoquer chez la femme enceinte. C'est une maladie bactérienne, elle est due à Listeria monocytogène. Donc la voie de contamination, elle se fait par les produits, par l'ingestion de produits ou bien des produits alimentaires qui sont contaminés par la bactérie. Donc la malade, elle va être contaminée par voie directe. Donc elle va ingérer la bactérie. Le risque materno-fœtal maintenant, vous avez une malade qui est déjà infectée ou la contaminée par Listeria monocytogène, on a un risque. Pour le fœtus, on peut avoir des avortements, on peut avoir la mort in utero, une prématurité, donc par la fièvre, une malformation in utero, bien, voire même une mort néonatale ou bien un MEU. Une atteinte maternelle, si vraiment le terrain est immunodéprimé, le terrain immunitaire est immunodéprimé, ça peut aller jusqu'à la méningite, l'endocardite, voire des abcès cérébraux. L'abcès cérébral, c'est vraiment lorsque l'état immunitaire est vraiment déprimé. D'accord? Maintenant, c'est quoi les signes cliniques? Vous avez une malade qui est infectée. Chez la femme, qu'est-ce qu'on... Pardon. Les signes cliniques de l'infection maternelle. On va voir un simple syndrome pseudo-grippal. Quelques courbatures, un fibricule, voire une fièvre prononcée, des myalgies, des céphalées, un syndrome pseudo-grippal qui peut passer même inaperçu. Donc, qui peut ne pas amener la malade à consulter. Mais la fièvre reste le maître symptôme. Et c'est le maître symptôme qui va
attirer l'attention de l'obstétricien, de praticien vers la listériose. Donc elle est présente pratiquement dans 70% des cas. Le diagnostic, bien sûr, c'est un diagnostic bactériologique, c'est l'isolement de germes. Donc on va examiner des méthodes bactériologiques, on va isoler le germe, on va le retrouver sur les prélèvements, surtout l'hémoculture. L'hémoculture, bien sûr, on va la réaliser au moment des pics hyperthermiques. On a reçu une malade enceinte qui a la fièvre, on a évoqué la listériose. Qu'est-ce qu'on va faire? On va la traiter. Le traitement, il est simple. On va lui donner l'amoxicilline. L'amoxicilline, il va le donner 3 à 6 grammes par jour pendant minimum 21 jours. Ce n'est pas le traitement de 8 à 10 jours, à 14 jours, non. C'est 21 jours. Chaque fièvre, chez une femme enceinte, vous devez la mettre sur amoxicilline pendant 21 jours parce que vous avez en tête qu'il s'agit de la Listeria monocytogenes. Pour éradiquer la bactérie de corps maternel, il nous faut 21 jours, d'accord, pour stériliser cette femme. Donc, le terme, si vous êtes devant un terme supérieur à 34 semaines et vous avez des fièvres, vous n'arrivez pas à faire baisser la fièvre, c'est en fonction du cas, certains cas, on sera amené à déclencher le travail et à arrêter l'accouchement, à arrêter la grossesse. D'accord. La prévention, bien sûr, on a dit que c'est une maladie qui va se transmettre à travers les aliments souillés par le germe ou bien la bactérie. Donc, nous devons respecter les règles élémentaires d'hygiène. Lavage des mains, bien sûr, éviter la consommation des éléments, donc des aliments à risque, pardon, la charcuterie, les pâtés, les fromages au lait, les fruits de mer, bien cuire les viandes et les poissons et respecter les dates limites de consommation. C'est des règles élémentaires que toute femme enceinte doit les respecter pour ne pas être contaminée par la listériose. Deuxième bactérie qui peut être contractée au cours de la grossesse, c'est syphilis. C'est une MST, maladie sexuellement transmissible. Elle est de tréponymale. Elle provoque des lésions fétales d'autant plus fréquentes et graves que la syphilis maternelle est récente et non traitée. C'est-à-dire, si vous avez une malade qui est contaminée, elle a une maladie syphilitique récente et elle n'a pas traité sa maladie, donc le risque de transmission fétale est plus grave par rapport à une malade qui a syphilis et qui est déjà sous traitement ou bien qui a commencé son traitement précocement. Donc ça fait la part de choses. Donc si une malade fait une syphilis qui passe inaperçue, elle n'arrive pas à consulter au moment opportun pour qu'elle soit mise sous traitement, donc cette maladie syphilitique, elle va être transmise au fœtus. D'accord. Les risques sur le fœtus, c'est la prématurité, c'est la mort in utero, et bien sûr, c'est le syphilis congénital. Syphilis congénital, donc à la naissance, on va trouver sur le bébé des vésicules, d'accord, des lésions vésiculeuses cutanées qui vont être à l'origine de la transmission de syphilis maternelle vers le fœtus. La transmission de spirochète et transplacentaire s'effectue classiquement après 16 à 18 semaines. Qu'est-ce que ça veut dire? Le risque majeur de transmission fétale se situe entre 16 et 18 semaines. C'est-à-dire, si vous avez une malade qui a la maladie syphilitique contractée, elle est à 8 semaines de grossesse, le risque de transmission est quasi nul. D'accord? Donc, on aura le temps de la mettre sous traitement avant qu'elle arrive à la zone critique. La zone critique se situe entre 16 à 18 semaines. Maintenant, si j'ai une malade qui a la maladie syphilitique et elle est déjà à 32-34 semaines, le risque de transmission fétale est quasi nul aussi parce que j'ai un intervalle de risque fétal qui se situe entre 16 et 18 semaines. Est-ce que c'est compris? La syphilis n'entraîne pas de malformation. Le risque est moins important en cas d'antécédent de syphilis traité et en cas de dépistage et de traitement correct pendant le premier et le deuxième trimestre de la grossesse. C'est pour ça, parmi les éléments, le bilan biologique de suivi de grossesse qu'on doit le demander lors du premier trimestre, lors de la première consultation après avoir posé le diagnostic de grossesse, c'est la sérologie syphilitique. On doit demander la sérologie syphilitique. Je la trouve négative, tant mieux, je suis tranquillisée. Je la trouve positive, je dois mettre la malade sous traitement. D'accord, sous pénicilline, donc je dois la traiter avant d'arriver à la 6e, 18e semaine. Donc l'examen sérologique obligatoire lors du premier examen prénatal, s'il est positif, le traitement immédiat par pénicilline, donc je suis en train de me répéter, elle permet de guérir la femme et de protéger efficacement le fœtus avant d'arriver
à la 16e ou la 18e semaine. La troisième bactérie qui peut être transmise à la femme enceinte, c'est la gonococcie. La gonococcie aussi, c'est une maladie sexuellement transmissible. Elle est due au gonocoque. L'atteinte maternelle, qu'est-ce qu'elle va provoquer? Vous avez déjà parlé de ça normalement en pédiatrie. On parle de l'ophtalmie purulente des nouveau-nés. Vous allez faire ça en pédiatrie, vous allez parler de ça même en ophtalmo. Donc en ophtalmo, on dit l'ophtalmie purulente de nouveau-nés. Donc elle peut provoquer même la cécité de l'enfant. On a pu, grâce à une méthode, à instiller des collyres à chaque nouveau-né. Donc il va naître, on va lui donner des collyres de nitrate d'argent. Les nitrates d'argent, ça a aidé à faire baisser la fréquence de gonococcie. Donc auparavant, avant de mettre cette précaution, on avait plusieurs nouveau-nés qui naissent avec une ophtalmie purulente. Cette ophtalmie purulente, par la suite, parce que même si on va la traiter, on peut arriver comme complication vers la cécité et la perte de vue. Donc on a instauré l'instillation de collyres à chez nouveau-nés. On a arrivé grâce à cette méthode à faire baisser le taux de cette ophtalmie purulente. La troisième pathologie, donc la quatrième, donc, qui peut être contractée au cours de la grossesse, c'est les infections urinaires. Vous avez tous entendu parler déjà que l'infection urinaire, elle peut passer inaperçue chez la femme enceinte. C'est pour ça qu'on demande systématiquement un UCBE, une étude cytobactériologique des urines. Parce que cette infection, il peut s'agir seulement d'une bactérie asymptomatique, c'est-à-dire qu'on a une charge virale, normalement les urines sont considérées comme stériles. On va avoir un comptage bactériologique, mais il n'y a pas de symptômes. Cette malade, elle n'a pas de pollakiurie, elle n'a pas de brûlure mictionnelle, elle n'a pas de douleur pelvienne, elle n'a absolument rien. Mais en faisant un examen cytobactériologique systématique pour chaque femme enceinte, on va trouver une bactérie asymptomatique. Cette bactérie asymptomatique, on doit la traiter. Parce que parmi les voies de contamination, on a parlé de ça, il y a la voie ascendante. Et puisque le méa urinaire est près de l'appareil génital, donc il y a un risque de transmission de cette bactérie par voie ascendante vers le fœtus. C'est pour ça, on doit traiter l'infection urinaire parce que le risque, c'est la voie ascendante. C'est à travers la voie ascendante qu'il y aura une transmission de la bactérie vers le fœtus. Pourquoi il y aura une augmentation ou bien de la fréquence de l'infection urinaire au cours de la grossesse? Il y a plusieurs étiologies ou bien plusieurs facteurs favorisants. On a les facteurs hormonaux, donc on a la progestérone et l'oestrogène. Il y aura une hypotonie des voies urinaires. Il y aura une difficulté à assurer une vidange de la vessie. Donc si on n'assure pas une vidange de la vessie, il y aura une pullulation microbienne au niveau de la vessie parce qu'il y aura une stagnation des urines dans la vessie et cette stagnation des urines va provoquer l'apparition d'une éventuelle infection urinaire. D'accord? Il y a d'autres facteurs, les facteurs anatomiques, l'étirement des uretères, le reflux, la compression urétrale. Il y a même la grossesse qui va comprimer la vessie. Et en comprimant la vessie, parce que la vessie, elle se retrouve en avant de l'utérus. Donc un utérus gravid, c'est un utérus qui est augmenté de volume. Donc il va comprimer la vessie et il va donc empêcher sa vidange. Donc en empêchant la vidange, toujours pullulation microbienne et toujours apparition d'une infection urinaire. Donc bien sûr, il y a d'autres terrains favorisants. Si c'est une malade qui se plaint d'une malformation des voies urinaires, donc c'est un facteur favorisant. Si vous êtes devant une malade diabétique, c'est un facteur favorisant. Si vous êtes devant une malade qui a un terrain immunitaire déprimé pour n'importe quelle raison, donc c'est un facteur favorisant. Oui. Diabète gestationnel ou chronique? Quel que soit le diabète, d'accord. Donc la bactérie asymptomatique, donc elle représente à peu près 5 à 10% des femmes enceintes, surtout la femme primipa. Donc la récidive après traitement, dans 35% des cas, on a 20 à 40% des bactéries asymptomatiques non traitées se compliquent de pyélonéphrite. Le risque aussi, non seulement la transmission de la bactérie vers
la cavité amniotique, on va dire, mais il y a un risque aussi de transmission de la bactérie vers le haut appareil urinaire. Le haut appareil urinaire, c'est l'artère et c'est les reins. Et par la suite, on va avoir la pyélonéphrite. La pyélonéphrite, c'est une infection de rein. Donc, c'est une infection gravissime. Pour ne pas arriver à ce stade, il faut traiter l'infection urinaire à temps. Le germe le plus incriminé dans les infections urinaires, surtout chez la femme, c'est chez H. coli. C'est généralement une mauvaise toilette, lors de la toilette. Donc la malade, elle va ramener, par une main souillée par les selles, elle va ramener la bactérie vers les voies urinaires et il y aura une transmission directe. Pour le risque néonatal, on a un risque de méningite, un risque de septicémie. Le dépistage, à chaque fois vous recevez une malade enceinte, si vous n'arrivez pas à lui faire un ECBE, surtout lors du premier trimestre, vous lui faites une simple bandelette urinaire, vous allez trouver une leucocyturée et dans ce cas, vous allez suspecter une infection urinaire. La pyélonéphrite, on a dit que c'est une complication de l'infection urinaire non traitée. Bien sûr, on doit compléter notre examen par une échographie. À l'échographie, on va essayer de trouver un rein qui est augmenté de volume suite à la transmission de germes des voies urinaires basses vers le haut appareil urinaire. La conduite à tenir, qu'est-ce qu'on va faire? Hospitalisation, surtout si la maladie est fébrile, antibiothérapie entre 15 à 21 jours, aminoside, c'est vraiment le tableau est grave. Prise en charge d'une éventuelle menace d'accouchement prématuré. On a parlé le dernier cours qu'à chaque fois qu'on a une menace d'accouchement, à chaque fois qu'on a une menace d'accouchement prématuré, il faut compléter le tableau par un ECBE parce que c'est l'étiologie la plus fréquente de la menace d'accouchement prématuré. Bien sûr, c'est les grands titres de la prise en charge de la menace, la tocolyse, les corticoïdes, transfert unitéro et le contrôle bien sûr de l'ECBE jusqu'à l'accouchement. On a terminé avec le premier chapitre, les infections bactériennes. Maintenant, on va parler des infections virales. La première pathologie virale qui peut être grave chez la femme enceinte, c'est la rubéole. La primo-infection rubéole chez une femme enceinte au cours des premiers mois de grossesse, elle peut être responsable d'une embryophétopathie grave. C'est la rubéole congénitale. Le risque, il est quasi nul. Vous gardez ça en tête si l'infection survient après 18 semaines. Syphilis, on a parlé que l'intervalle est entre 16 et 18. En cas de rubéole, au-delà de la 18e semaine, le risque est quasiment nul. C'est pour ça, lors de la première consultation prénatale, avec la sérologie de syphilis, on demande toujours une sérologie rubéolique. D'accord? Lors du premier trimestre, pour savoir si tu es la malade, est-ce qu'elle est séropositive ou bien elle est séronégative. La prévention, elle repose sur la vaccination. La vaccination se fait normalement pour les deux sexes, d'accord? Parce que la femme enceinte, elle est contaminée généralement par les enfants. C'est une pathologie de l'enfance. Et si la malade, femme enceinte, elle est en contact avec un enfant malade, donc elle va être contaminée. Donc, il faut savoir que la rubéole confère une immunité durable. Si vous êtes contaminé une seule fois par la rubéole, vous êtes immunisé à vie. D'accord? Donc, il suffit d'être malade une fois et c'est bon. Ça confère une immunité durable. D'accord? Donc, il suffit de faire une sérologie. Oui. Il suffit de faire une sérologie rubéolique. Si la malade est immunisée, c'est bon. Tout le monde est tranquille. Maintenant, le problème qui se pose, c'est la malade est séronégative. Si elle est séronégative, bien sûr, on doit lui conseiller d'éviter les enfants. Si elle a un travail de risque, par exemple, si elle est enseignante, elle doit éviter d'être en contact direct avec des enfants malades. Si ce n'est pas le cas, donc elle doit respecter quelques hygiènes pour ne pas tomber enceinte au cours de la grossesse et surtout avant la 18e semaine. Donc, c'est une infection virale contagieuse survenant le plus souvent chez l'enfant. Elle confère une immunité durable. Je suis en train de me répéter. La contamination pendant la grossesse, elle est grave en raison d'un risque élevé de malformation fétale. Le risque de transmission de l'infection au fœtus, il est variable. Il est très fréquent avant la 9e semaine, 25% vers la 23e semaine. Et le risque d'anomalie congénitale, il est très élevé avant la 9e semaine de grossesse, très faible après la 16e semaine.
C'est pour ça qu'on doit faire notre sérologie. D'accord? La transmission de l'infection, donc on a, oui, par voie respiratoire, et on va parler de la rubéole acquise chez la femme, donc c'est la rubéole acquise. Chez l'enfant, si le fœtus est infecté, on va parler de la rubéole congénitale. La voie de contamination se fait par voie transplacentaire. Donc on a dit qu'il y a 3 voies de transmission. Donc en cas de rubéole, la transmission est transplacentaire et ça va donner donc la rubéole congénitale. La rubéole acquise maintenant. Vous avez une malade qui a été contaminée par la rubéole. L'incubation elle est en moyenne de 15 jours après pénétration de virus par voie respiratoire. La maladie le plus souvent est inapparente, donc la malade elle peut ne pas se rendre compte qu'elle est déjà malade. Dans les autres cas, elle ne se caractérise pas. Une fièvre modérée, des douleurs musculaires, un syndrome pseudo-greffal, douleurs musculaires articulaires, adénopathie cervicale, éruption cutanée. Lorsqu'elle est présente, elle débute au niveau du visage et s'étend rapidement au tronc et aux membres supérieurs sous la forme de taches rouges, des macules, et elle disparaît le 3e jour. Il faut garder en tête, c'est une information pour vous, que l'incubation de virus, elle est d'environ 14 jours. Et après l'apparition de l'éruption, la malade ou bien l'enfant, il est contagieux 7 jours avant l'apparition de l'éruption et 7 jours après l'apparition de l'éruption. D'accord? Donc l'incubation, elle est d'environ de 14 jours. Après 14 jours, il y aura apparition de l'éruption. C'est-à-dire la contamination, on va dire que la contamination, elle peut se faire au bout du 7e jour d'incubation. Oui, parce qu'on a 14 jours d'incubation. Apparition de l'éruption au bout du 14e jour. L'enfant, il peut contaminer un autre individu 7 jours avant et 7 jours après l'éruption. D'accord? Et cette éruption, elle va disparaître au bout de 3 jours. Maintenant, si même j'ai un enfant qui a eu une éruption cutanée et cette éruption a disparu, il peut contaminer parce que l'éruption, elle va disparaître dans 3 jours. Donc l'éruption se fait, la contamination se fait 7 jours avant l'éruption et 7 jours après l'éruption. La rubéole congénitale maintenant, donc on a un fœtus qui est contaminé, peut avoir des avortements, une prématurité, malformation fœtale. Les organes les plus souvent atteints sont les yeux, on a le cataracte congénitale, la microphthalmie, c'est des petits yeux, le glaucome congénital, les oreilles surtout la surdité, le cœur on a la communication intervente-auriculaire et interventriculaire, persistance du canal artériel et pour le système nerveux central, on a une aération mentale. Ça, c'est une image qui présente donc une rubéole congénitale. Donc, à la naissance, c'est un nouveau-né qui a été contaminé. Donc, à la naissance, on trouve cataracte. Cataracte, c'est l'opacification de cristallin. Donc, le cristallin au niveau des yeux, il est complètement opaque et il est blanc. D'accord? La rubéole maintenant congénitale évolutive, c'est-à-dire c'est une maladie qui va continuer à évoluer après la naissance. Donc, à la naissance, l'enfant, il est hypotrophique. Il peut présenter des atteintes cardiaques, pulmonaires, sanguines, osseuses. Et dans ce cas, donc les parents vont amener leur enfant chez le pédiatre et après tant d'examens, d'exploration, ils vont retenir à la fin le diagnostic d'une rubéole donc congénitale évolutive. C'est-à-dire que si on fait un diagnostic rétrospectif, on fait notre enquête, on retrouve que cette malade, elle a été contaminée lors de sa grossesse, donc elle a accouché et l'enfant a été contaminé dans son ventre et là, c'est une évolution de la maladie congénitale. Donc, ces atteintes sont évolutives et contagieuses. Donc, si on a une maladie congénitale évolutive, donc l'enfant il peut même contaminer d'autres personnes. Qu'est-ce qu'on va faire? Avant la grossesse, oui, le nouveau-né, oui. Donc, avant la grossesse, la sérologie de la rubéole est obligatoire dans le cadre de bilan prénuptial. Donc, en Algérie, après de faire l'acte de mariage, donc on demande au couple de faire un bilan prénuptial. Donc, on va demander une sérologie rubéolique pour voir le statut sérologique de cette femme, généralement pour la femme. D'accord. Pourquoi on vaccine les hommes ou bien les garçons? Parce que les garçons, c'est des vecteurs, ils vont transmettre le virus.
Mais la femme, c'est elle qui est responsable de projet de conception, c'est elle qui va transmettre le virus. C'est pour ça qu'on demande le bilan prénuptial. Si on trouve par exemple une sérologie négative, donc on va lui conseiller, soit on peut même lui donner on va lui conseiller une vaccination, ou bien lui donner des conseils. On va être plus ou moins alerté. D'accord? En cas de contagion et lorsqu'on ignore si une femme enceinte est immunisée, le diagnostic de rubéole n'est possible qu'à l'aide de 2 prélèvements de sang à 15 jours d'intervalle. Vous n'avez pas le droit de poser le diagnostic de maladie rubéolique avec un seul tour. D'accord? Vous devez refaire le deuxième tour pour confirmer le diagnostic. En cas de contagion certain, l'injection précoce de gamma-globuline apporte une certaine protection. D'accord? Mais il faut savoir, si la malade est contaminée, on a dit le risque se situe à quel niveau? Quelle gestation? Avant 18 et surtout avant 9. Là, la 16 semaine, la 16e semaine. Donc, mais le risque, 16-18. si la maladie est contaminée avant la 16e, le risque le plus élevé se situe donc jusqu'à la 9e semaine. Ça, c'est le risque le plus élevé. Mais le risque existe jusqu'à la 16e semaine. Et il y a des praticiens des écoles qui peuvent même proposer une interruption thérapeutique de la grossesse, parce que le risque de malformation ailleurs, ça se fait. On propose au couple une interruption médicamenteuse de grossesse parce que le risque est plus élevé. Le risque de malformation est très élevé. Au-delà de la 16e semaine, même si vous avez une malade contaminée, le risque de transmission est moindre. Donc on est plus ou moins tranquillisé. D'accord? Le diapo d'avant, c'est 18 semaines, n'est-ce pas? Média. Pareil. Voilà. Avant la 9e semaine, le risque est très élevé, 90% de transmission. Jusqu'à vers la 23e semaine. Avant. Ah, il est 7e. Très faible après la 16e semaine. En bas. Très faible. 18. Le risque, si l'infection survient, jusqu'à 18. Ouais. Quand c'est une faute de frappe, c'est pas 16e. Vous gardez la 16e. D'accord. Il est très faible après la 16e semaine. La deuxième pathologie virale qui peut survenir au cours de la grossesse, c'est les hépatites. Les hépatites en général. Mais la plus redoutable, c'est l'hépatite B. La transmission de la mère de l'enfant se fait surtout soit au moment de l'accouchement, soit des fois rarement au moment de l'allaitement. Donc elle peut provoquer une hépatite B chez l'enfant. La sérovaccination de l'enfant à la naissance, elle est nécessaire. L'allaitement maternel peut également provoquer une contamination. C'est pour ça, si vous avez la sérologie de l'hépatite B, elle rentre dans le cadre de bilan prénatal. Vous devez avoir le profil sérologique de la malade sur le plan hépatique. Est-ce que c'est une malade qui a l'hépatite ou elle n'a pas l'hépatite? Par exemple, si je suis au courant que ma malade, elle est déjà infectée, est-ce que son virus il est à l'état quiescent, c'est-à-dire elle est porteuse saine ou bien il est actif? Je dois compléter mon examen. Je vais demander sa charge virale. Est-ce que ce virus il est en activité ou bien il est quiescent? Donc, je vais compléter une batterie d'examens pour poser le diagnostic. Maintenant, si je suis à l'aise, ma maladie n'est pas, et je vais interdire l'allaitement, je vais prendre mes précautions lors de l'accouchement pour ne pas contaminer le bébé et pour ne pas contaminer l'équipe qui vont faire l'accouchement. D'accord? Mais si elle a un profil sérologique qui est négatif, je suis plus ou moins tranquille. Docteur, oui. Pourquoi la vaccination de l'hépatite B n'est pas systématique dans la population? Elle est conseillée, surtout pour le corps médical. Et le corps médical, mais elle est conseillée dans le nouveau calendrier médical. On a ça existe l'hépatite, le nouveau calendrier vaccinal. Donc on vaccine systématiquement les nouveau-nés, d'accord, contre l'hépatite B. Comme corps médical, les anciens, vous devez être vaccinés au niveau du centre normalement où il y a infection. Vous demandez votre infection, c'est la première injection, vous faites la deuxième rappel, au bout de 10 ans, vous faites le troisième rappel. Surtout parce que vous êtes des médecins, des futurs médecins, vous serez en contact avec des gens malades, vous serez de contact avec le sang, avec les sécrétions de corps. Donc, vous êtes plus ou moins l'hépatite C, mais caché le vaccin.
L'hépatite C, il n'y a pas de vaccin. Ah, d'accord. Mais la contamination de l'hépatite C, elle est plus. Donc, c'est en cas de transfusion, en cas de. Ça reste une MST aussi. Mais généralement, l'hépatite C, c'est la transfusion. L'hépatite B, les voies de contamination sont plus, on va dire, plus fréquentes que l'hépatite C. D'ailleurs, on trouve l'hépatite B plus fréquente que l'hépatite C. Parce que pour avoir l'hépatite, vraiment, vous faites des soins dentaires avec du matériel vraiment contaminé, ou bien une transfusion, ou bien parce que ça, pour être contaminé avec la vitamine, l'hépatite C, il faut que la charge virale soit très élevée par rapport à l'hépatite B. L'hépatite B, vous avez le lait maternel qui peut contaminer, les sécrétions, ils ont même remarqué des fois même la salive. La salive, elle peut contenir quelques virus, elle peut être responsable de la contagiosité, mais avec une quantité plus importante de salive par rapport au sang. D'accord. Et si elle passe à la chronicité, elle doit prendre le traitement à vie. Si elle passe à la chronicité, donc ça dépend. Ça dépend, est-ce que ce virus il est en charge, la charge virale. Toujours on demande l'antigène HBE. D'accord. Si l'antigène HBE il est augmenté, donc on doit la mettre sous traitement, des antiviraux, d'accord. Parce que le risque c'est le passage à la chronicité, qui dit passage à la chronicité des cirrhoses, qui dit cirrhose des cancers. C'est-à-dire c'est la gastrose, ça n'a rien à voir avec la gynéco. D'accord. Le risque, c'est le passage au cancer de foie. C'est pour ça on évite d'arriver au stade de chronicité. Et pour ne pas arriver à ce stade, il faut commencer par la vaccination. Il faut commencer par dépister les éventuels malades, d'accord, pour arrêter. Si vous arrivez à diagnostiquer une malade qui a vous allez la conseiller, donc elle va faire ses précautions. En allant chez le dentiste, elle va lui dire j'ai l'hépatite B, donc il va faire ses précautions. Donc on va couper la chaîne de transmission. Mais si la malade, elle est porteuse de virus, si elle ne sait pas qu'elle est porteuse, donc elle va transmettre, elle va se marier, elle va accoucher, elle va allaiter, et la chaîne de transmission, elle ne va pas s'arrêter. D'accord. Merci. Donc, en cas d'atteinte pendant la grossesse, les symptômes sont connus. On peut avoir un ictère, des vomissements, un prurite. Sur le plan biologique, les transaminases sont élevées. Généralement, la guérison est obtenue sans séquelles hépatiques en 3 à 5 semaines. Les risques pour le fœtus ne sont pas malformatifs. Donc, il s'agit surtout de prématurité, mort in utero ou néonatale. Donc, il n'y a pas de malformation liée à l'hépatite B. Vous gardez ça en tête. Il n'y a pas de malformation liée à l'hépatite B. D'accord. Le risque de l'hépatite B, c'est la transmission. C'est-à-dire, le nouveau-né, il va être contaminé par le virus. Mais il n'y a pas de risque de malformation in utero. Pas de retentisme. D'accord. L'hépatite C maintenant, sans risque comme l'hépatite B et l'évolution sous forme chronique, il n'existe pas de vaccin jusqu'à présent. L'hépatite A maintenant, le risque d'infection de fœtus est très faible. Néanmoins, si l'hépatite A survient dans les 2 semaines précédant l'accouchement, les gamma-globulines spécifiques sont injectées au nouveau-né à la naissance. Donc l'hépatite A pratiquement, donc elle n'a pas pratiquement un risque pour le fœtus. VIH maintenant, la transmission materno-fétale. Il faut savoir que le VIH il est en nette augmentation. Donc il faut pas, si on se cache, on ne va pas ne pas avoir le virus en face. Donc c'est une maladie qui est en nette augmentation. Donc c'est pour ça, parmi les sérologies à demander chez la femme enceinte, c'est le VIH. C'est pour ça, si vous avez entendu déjà parler de ça, la grossesse c'est un moment de captation. On va diagnostiquer le diabète, on va diagnostiquer l'hypothyroïdie, on va diagnostiquer les hépatites, on va diagnostiquer la rubéole, la toxo. C'est le moment où la malade, elle va consulter. D'accord. On va lui faire son frottis parce qu'elle n'a jamais fait de frottis. C'est le moment où on doit capter cette malade. D'accord. Donc parce que si elle n'a pas de grossesse, on a tendance à négliger notre santé, surtout pour la femme. Donc elle n'a pas le temps, elle n'a pas l'argent, elle n'a pas les moyens, il n'y a pas de médecin où elle se retrouve. Donc toujours il y a une excuse. Mais au moment de la grossesse, donc on doit être intelligent, on doit capter cette malade, on doit lui faire tous les examens nécessaires pour sa santé. Parmi ces examens nécessaires pour couper la chaîne de transmission, c'est le VIH. Donc 35% de transmission in utero et en fin de grossesse. Donc le fœtus peut être contaminé in utero. 65% durant le travail, surtout s'il y a l'accouchement par voie basse ou là en cas de césarienne, l'expulsion et le maternage, c'est-à-dire l'allaitement. Donc l'allaitement aussi peut être une source de contamination de nouveau-nés.
Le risque de transmission est influencé par des facteurs, c'est-à-dire il n'y a pas toutes les malades qui vont transmettre le VIH à leur bébé. Les facteurs maternels, la transmission materno-fétale est augmentée en cas de signes cliniques. Parce que vous connaissez, vous avez déjà fait l'infection. La maladie SIDA, c'est le stade ultime de la maladie. On a le porteur, donc on a les porteurs sains. Ensuite, on a la maladie. Ensuite, on a le SIDA maladie. Immunodéficience, c'est-à-dire on est arrivé à un point, oui, une grippe, elle peut être mortelle. Une simple grippe peut être mortelle. C'est-à-dire que cet organisme, il n'a plus les moyens de se défendre. D'accord? Une grippe peut le tuer. Un simple virus peut le tuer, une simple bactérie peut le tuer. D'accord? C'est le stade de SIDA maladie. En cas de portage sain, on peut donner les antiviraux, les acyclovir. Mais si on arrive au SIDA maladie, c'est très compliqué de gérer la situation. Donc la charge virale élevée, la diminution. Par exemple, vous avez deux malades. Vous avez une malade porteuse saine de VIH et vous avez une malade qui a le virus qui est en activité. Donc elle a une charge virale très élevée. Donc la malade qui a la charge virale très élevée, c'est elle qui va pouvoir transmettre le virus à son enfant par rapport à l'autre malade. Ça ne veut pas dire que l'autre malade elle peut ne pas le transmettre. Elle peut le transmettre, mais le risque est moins par rapport à l'autre malade. Donc la diminution de taux de lymphocytes, les CD4, les facteurs obstétricaux, la transmission maternelle est augmentée en cas de rupture prématurée des membranes, en cas d'accouchement prématuré, en cas de chorioamniotite. C'est des facteurs obstétricaux qui peuvent augmenter le risque de transmission de virus à l'enfant. Les complications de la mère, donc si elle a déjà des symptômes ou des défenses immunitaires affaiblies, non seulement par la maladie et par la grossesse, on peut avoir la tuberculose pulmonaire, les pneumopathies à pneumocystis carnier, la toxoplasmose cérébrale et CMV. Maintenant, CMV, c'est le cytomégalovirus. D'accord, c'est quoi? C'est la cause la plus fréquente d'infection in utero. C'est un virus qui est très répandu chez la femme enceinte. Donc même en dehors de la grossesse, on peut être contaminé par CMV sans se rendre compte. Celles-ci se produisent à peu près dans 0,2 à 2,2% de l'ensemble des naissances vivantes. 80% des enfants infectés sont asymptomatiques, c'est pour ça le diagnostic est très difficile à poser et ne développe pas de problèmes de santé à long terme. Donc il y a de rares cas. Il rentre actuellement dans le cadre de l'exploration des avortements à répétition. On peut demander, on a retrouvé que parmi les étiologies des avortements à répétition, c'est CMV. C'est des malades qui ont déjà été malades par le cytomégalovirus. Elles ne se rendent pas compte et par la suite, elles peuvent avoir des avortements précoces à répétition. D'accord? Une infection à CMV primaire ou non primaire chez la femme enceinte peut se transmettre au fœtus et elle peut donner une surdité, un retard intellectuel, une cécité, perte complète ou partielle de la vue avec des divers troubles de développement. Et généralement, c'est un diagnostic rétrospectif. Donc, à la naissance, on constate des malformations, on commence l'exploration de ces malformations. Généralement, c'est les pédiatres qui font ça. Donc, on commence l'exploration et par la suite, en demandant une sérologie à CMV, on va trouver que l'enfant il est déjà porteur ou bien il est déjà malade de cytomégalovirus. Le CMV se transmet lors de contact avec des fluides corporels, principalement l'urine et la salive. Donc l'urine et la salive, c'est les deux éléments qui peuvent être à l'origine de la transmission de virus. Donc c'est pour ça il est recommandé chez la femme enceinte de ne pas partager les ustensiles et les verres avec leur enfant, éviter d'embrasser son enfant sur la bouche ou les joues, ne pas partager sa brosse à dents, bien se laver les mains de façon régulière avec de l'eau et de savon, surtout après chacune des activités suivantes, mouchage de nez de l'enfant, changement de couche, après avoir nourri son enfant, ou bien après avoir nettoyé ou bien ramassé les jouets de son enfant, parce qu'on a dit que la transmission se fait à travers donc, des éléments souillés par les urines ou bien la salive, généralement des enfants. Le troisième
deuxième chapitre après les infections bactériennes et les infections virales, c'est les infections parasitaires. La toxoplasmose, c'est une infection parasitaire, vous la connaissez, vous avez déjà fait ça en parasito. Donc c'est une infection parasitaire due à Toxoplasma gondii. Environ 50% des femmes sont immunisées contre la toxoplasmose. Dieu merci, l'incidence de la séroconversion pendant la grossesse est d'environ de 1,5%. Donc vous avez 1,5% des femmes enceintes qui peuvent être malades au cours de leur grossesse par la toxoplasmose. Une toxoplasmose maternelle au cours de la grossesse peut être transmise au fœtus par voie hématogène, c'est-à-dire transplacentaire et diffusion transplacentaire. On parle alors de toxoplasmose congénitale. Donc chez la maman, c'est comme la rubéole. On parle de toxoplasmose acquise et chez l'enfant, là le nouveau-né, on parle de toxoplasmose congénitale. La période la plus dangereuse pour le fœtus, elle se situe entre 10 à 24 semaines. On peut avoir des avortements spontanés, mort in utero, atteinte cérébrale, surtout des microcalcifications cérébrales, hydrocéphalie. L'hydrocéphalie, c'est la présence de liquide céphalorachidien au niveau des ventricules latéraux et des quatrièmes ventricules. Et ça va être responsable d'une augmentation de volume de la tête fétale. La microcéphalie, c'est l'inverse, c'est la diminution de la taille ou bien de diamètre de la tête fétale. L'atteinte ophtalmique, surtout une choriorétinite, mais aussi cataracte congénitale et la microphthalmie. On peut avoir des épanchements des séreuses, acides, épanchements pleuraux. La prévention, elle repose sur le dépistage sérologique. Aussi, la toxoplasmose, elle rentre dans le cadre de bilan prénatal. La sérologie toxoplasmique, c'est le dosage des IgM et des IgG. Elle doit être systématique. Lors de bilan prénuptial, la rubéole ou la toxo, c'est systématique, avec le HIV, hépatite B et le syphilis. Ça, c'est les éléments de bilan prénuptial. Donc la toxoplasmose, elle fait partie du bilan prénuptial et lors du premier trimestre de la grossesse. La primo-infection, comment elle va se manifester? Elle est dans 90% asymptomatique. Dans les autres cas, on peut avoir un syndrome pseudo-grippal, des polyadénopathies, des myalgies, des douleurs articulaires. Donc on peut avoir même des adénopathies indolores qui sont occipitales, cervico-occipitales. Le diagnostic de certitude de primo repose sur la sérologie, apparition des IgG spécifiques. Maintenant, vous devez concentrer pour comprendre ça. Donc, on a fait une sérologie. La sérologie, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher deux types d'anticorps. On va chercher les IgM et les IgG. Les IgM, c'est on trouve des IgG positifs, c'est-à-dire... Elle est vaccinée. IgG positif. IgG positif. Vaccinée. C'est une immunité ancienne. Parce que la toxo, elle confère, comme la rubéole, une immunité durable. Si vous êtes en dehors de la grossesse contaminé, vous avez déjà été en contact avec le parasite, ça vous donne une immunité durable. D'accord? Donc, IgG positif, c'est-à-dire que c'est une infection ancienne. IgG positif maintenant avec IgM négatif. IgM négatif, ça signe une infection récente. Le premier tableau, c'est... IgM positif. Non, le premier tableau, c'est IgG positif, IgM négatif. C'est-à-dire que l'infection est ancienne. La malade est immunisée. Dieu merci, je ne fais rien. D'accord, je suis tranquillisée. Le deuxième tableau, IgG positif, IgM positif. C'est-à-dire que c'est une infection en cours. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire? On fait le diagnostic prénatal pour voir si le bébé est infecté. Généralement, on peut faire une amniosynthèse, mais on ne la fait pas chez nous. On met la malade sous spiramycine. D'accord. On a mis ce traitement antibiotique, 3 millions par jour, donc jusqu'à l'accouchement. Maintenant, vous avez IgG positif et IgM négatif. C'est-à-dire que la malade a été en contact avec le parasite au moment de l'accouchement. IgG positif et IgM positif. C'est-à-dire que l'infection, elle est en cours. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ma malade sous antibiotique jusqu'à l'accouchement spiramycine et je vais essayer de faire un morphogramme. C'est-à-dire je vais essayer de détecter grâce à l'échographie quelques malformations. D'accord? Les malformations ne sont pas systématiques, mais je vais essayer d'être attentive sur les malformations en faisant un morphogramme. Je vais essayer de voir les différents organes de fœtus à la recherche de malformations. Ça, je vais continuer le traitement antibiotique jusqu'à l'accouchement. Maintenant,
Maintenant, EGM positif, EGG négatif. C'est-à-dire, le premier tableau, lorsqu'on a des EGG positifs, EGG positif, EGM positif. C'est-à-dire que la malade, elle est toujours malade, mais elle a commencé à développer des anticorps qui sont les EGG. Donc l'infection, elle est en train de disparaître. Mais les EGM sont toujours positifs. Maintenant, je retrouve les EGG négatifs et les EGM positifs. C'est-à-dire que l'infection, elle est récente, elle est précoce. La malade, elle a quelques jours de contamination. Lorsque les EGG commencent à se positiver, c'est-à-dire que l'infection, elle commence à disparaître. Mais on a quelques taux des EGM positifs. Si on a EGG négatif, EGM positif, c'est-à-dire que l'infection est récente. Je vais refaire la sérologie dans 15 jours pour confirmer le diagnostic. Et bien sûr, je vais mettre ma malade sous antibiotiques. Je ne vais pas attendre les 15 jours pour la mettre sous antibiotiques. Et je vais refaire. Lorsque je refais, au bout de 15 jours, je vais retrouver EGG positif. Est-ce que vous avez compris ce point? Oui. Le quatrième tableau maintenant, EGG négatif, EGM négatif. D'accord? Je vais surveiller. Je vais surveiller. Qu'est-ce que je vais surveiller? Je vais refaire la sérologie minimum. Je peux la refaire au minimum 15 jours d'intervalle pour confirmer mon diagnostic sérologique, comme je peux la refaire chaque mois jusqu'à 34-35 semaines à peu près. D'accord? Je refais une sérologie toxoplasmique chaque mois jusqu'à 34-35 de grossesse. Donc, pour être sûr que la malade, parce que cette malade, elle n'est pas à l'abri d'une éventuelle infection au cours de la grossesse. Même, elle est au temps zéro négatif, mais après quelques jours, elle peut être en contact avec, si elle ne fait pas ses précautions, elle peut être en contact avec le parasite et elle peut être contaminée. C'est pour ça que je fais ce rythme de surveillance. Je fais un taux d'anticorps chaque mois jusqu'à 34-35 semaines. Est-ce que vous avez compris les sérologies? Il y a une vaccination après l'accouchement. Il n'y a pas de vaccination. La vaccination, elle est en cas de rebillard. La conduite à tenir maintenant. Je suis en train de répéter. Femme enceinte, positive, pas de suivi. On a dit, si elle a une sérologie positive, très bien, donc elle est immunisée, je ne fais rien. Femme enceinte négative, c'est-à-dire une femme non immunisée, je fais une sérologie mensuelle. Je fais des règles hygiéno-diététiques, c'est-à-dire éviter le contact avec la litière des chats, c'est-à-dire si la malade elle a des chats. Donc il faut éviter d'être en contact direct avec les chats, avec les autres animaux domestiques qui peuvent aussi transmettre le parasite. Ne mangez que la viande très cuite et bien lavée, les fruits et les légumes, en se lavant soigneusement les mains après. Parce que le parasite se transmet par les mains sales et se transmet par donc le chat, c'est le vecteur de parasite. Donc il faut éviter d'être en contact direct avec les chats et d'être en contact avec les excréments de chat. En cas de séroconversion, donc la malade, elle était séronégative et elle a été contaminée au cours de la grossesse. Qu'est-ce que je fais? Malgré ces précautions, malgré les règles hygiéno-diététiques, et la malade, elle a été contaminée pendant la grossesse, le traitement par antibiotiques, spiramycine ou rofamycine par cure de 10 jours par mois jusqu'à l'accouchement est envisagé. Donc, il est efficace et diminue beaucoup le risque de transmission. Parce que moi, mon but, c'est quoi? C'est essayer de diminuer le risque de transmission vers le fœtus. En cas de diagnostic prénatal positif, maintenant, j'ai mis ma malade sous spiramycine et j'ai continué à faire mon bilan écographique. Donc, à chaque fois, je lui fais une échographie pour détecter une éventuelle malformation. Si je détecte une malformation, je peux lui rajouter la pyrimétamine, c'est un macrolide aussi, avec la sulfadiazine, en alternance avec la rofamycine pendant 2 semaines. Donc cette association thérapeutique, elle se fait si on détecte à l'échographie des malformations rattachées à la toxoplasmose. Donc malade qui présente juste une séroconversion, donc je la mets sur la rova jusqu'à l'accouchement. Malade qui présente en plus de parasites des malformations fétales, je peux lui associer d'autres macrolides, d'accord, en alternance avec la rofamycine. Il traverse la barrière placentaire. Oui. Donc, est-ce que c'est compris jusque-là, surtout la sérologie?
Parce que le traverse. Pour conclure, donc l'infection chez la femme enceinte, elle peut être menaçante pour le pronostic maternel et au fœtal, d'où la nécessité d'un suivi rigoureux de la grossesse, même avant la conception, pour prendre les mesures adéquates afin d'éliminer, voire diminuer ce risque. Est-ce que vous avez des questions?